Bonjour, c'est Morgane sous la rue. Si les immeubles de Rennes ont aujourd'hui l'eau et le gaz à tous les étages, ce ne fut pas toujours le cas. Depuis quand la capitale de Bretagne possède-t-elle l'eau courante ? D'où vient cette dernière ? Voici Rennes, une histoire d'eau. Un récit coulant de sources au cours duquel vous croiserez les maires Jean Janvier et Armand Robineau, les architectes Jean-Baptiste Marteneau et Emmanuel Leray. Surtout, vous aurez l'occasion de descendre dans les profondeurs du réservoir des Galets ou de plonger dans le grand bain de la piscine Saint-Georges. Avec en toile de fond la politique hygiéniste menée par la ville à partir de la fin du 19e siècle et au début du siècle suivant. Or, là où il y a de l'hygiène, il y a beaucoup plus de plaisir. Vérifions cela sans plus tarder. Pour commencer cette promenade au fil de l'eau, rendez-vous nous a été donné rue du Galet. Au premier regard, le lieu reste énigmatique, pour le moins mystérieux. Circuler, il n'y a rien à voir ? Bien au contraire, c'est là que se situent les réserves en eau de la ville. Soit 3 réservoirs enfouis sous terre et maçonnés datant des années 1880, rejoints au début du XXe siècle par un 4e silo en béton armé. Ces 4 édifices raccordés à des aqueducs ont finalement permis l'alimentation en eau potable de la ville sous l'égide de l'architecte Jean-Baptiste Marteneau. L'époque où les Rennais allaient remplir leur seau d'un liquide pas toujours potable n'est donc pas très éloignée. Boire de l'eau a longtemps représenté un risque, exposant les habitants aux épidémies de choléra, de diarrhée, de dysenterie et autres fièvres typhoïdes. Cette situation hygiénique explique en outre le goût prononcé des Rennais pour le cidre, qui coulera longtemps à flot dans la capitale de Bretagne et alentour. Le réservoir des Galets sera le premier acte d'une série de grands projets hygiénistes menés par la ville, bientôt suivis par la piscine Saint-Georges. Un fleuron architectural et sanitaire réalisé sous la mandature de Jean Janvier, maire de 1908 à 1923. Mais l'eau a coulé sous les ponts avant que Rennes ne se dote d'un système d'adduction et le souci des autorités publiques pour le liquide transparent remonte à beaucoup plus loin. Le terrible incendie qui ravagea le centre-ville du 23 au 29 décembre 1720 ne s'est pas arrêté grâce à l'action des pompiers, mais sous l'effet d'une pluie pour le moins providentielle. Cette tragédie, par le manque de moyens qu'elle a révélé, a par contre apporté de l'eau au moulin de la réflexion sur le sujet. L'ancêtre des pompiers fut par exemple créé au lendemain de la tragédie avec la mise en place de pompes mobiles. La construction du réservoir des Galets et de la piscine Saint-Georges couleront de la même source. Plongeons sans plus attendre dans les profondeurs de la ville. Le réservoir des Galets a été construit à la fin du 19e siècle pour stocker l'eau potable acheminée depuis des sources localisées dans le nord de Rennes. À cette époque, l'approvisionnement de la ville en eau se fait encore par porteur. Mais le maire Armand Robineau de Saint-Cyr va tout mettre en œuvre pour que celle-ci coule un jour du robinet. L'architecte Jean-Baptiste Marteneau va prendre le parti de puiser l'eau de la Minette et de la Loisance, des rivières situées dans le pays de Fougères. Propres et naturellement filtrés par le sol granitique, les 2 cours d'eau semblent faire l'affaire, même si d'un point de vue politique, le projet se heurte au refus catégorique des habitants de Fougères. Le fief royaliste, dont l'industrie forte consommatrice en eau est en plein essor, voit en effet d'un mauvais œil la tentative de récupération de l'eau par Rennes, cette capitale de Bretagne républicaine et administrative. Créée en 1856 par décret royal, c'est la Compagnie Générale des Eaux qui assurera les travaux de canalisation et de raccordement au réservoir. C'est donc un chantier ambitieux qui débute en 1880. 13 drains sont réalisés pour raccorder les 2 cours d'eau à l'aqueduc de la Minette, construit la même année. L'eau ainsi captée devra alors parcourir 47 km pour venir remplir les réservoirs des Galets, ainsi que la trentaine de fontaines publiques disséminées dans la ville. C'est un très long chemin, direz-vous. Grâce à sa position élevée sur la butte de Couëme, le site des Galets permet la distribution de l'eau par gravitation. Pour dire que les autorités pensent déjà un circuit court et local, c'est l'ancienne carrière voisine qui fournira les matériaux de construction du premier réservoir souterrain réalisé en 1883 pour une capacité de 15 000 mètres cubes. Un deuxième réservoir est édifié en 1888 pour une capacité de 20 000 mètres cubes.
Un troisième est construit en béton armé en 1919, pouvant recevoir 28 000 mètres cubes. Véritable cathédrale de pierre, le second d'entre eux est une pure merveille architecturale. Avec ses 196 piliers en schiste et en granit s'élevant à 7 mètres de hauteur, l'édifice forme un complexe de galeries couvertes par des voûtes en plein cintre. La religion de l'eau bat donc son plein, même si cette précieuse ressource restera d'abord un produit de luxe. L'abonnement demeurant coûteux et le branchement au réseau étant à la charge des habitants, l'approvisionnement des foyers restera dans un premier temps réservé aux ménages les plus aisés. Les hôtels particuliers situés aux abords du Tabor seront les premiers servis et les autres quartiers devront pendant un temps continuer de se ravitailler aux bornes-fontaines. Le site des Galets se déploie aujourd'hui sur une superficie de 6 hectares. Depuis la modernisation de l'usine de la Mézières, qui traite sur place l'eau captée dans les drains et le ruisseau du Couesnon, le second réservoir n'est plus utilisé depuis 2012, sauf pour les journées du patrimoine. Deuxième fleuron de la politique publique hygiéniste portée par les différentes municipalités rennaises, la piscine Saint-Georges ne manquera pas de parler aux amateurs de natation. Successeur de Jean-Baptiste Marteneau comme architecte de la ville, Emmanuel Leray a laissé son nom sur de nombreux équipements publics. Il réalisera les plans de la piscine à l'architecture art déco, confirmant au passage l'initiative pionnière de la ville. À Rennes, plus qu'ailleurs en France, la préoccupation pour l'hygiène se manifeste en effet très tôt. Dès 1834, les conseillers municipaux réclament l'aménagement de baignades publiques. Une délibération évoque également la création d'une école de natation et la réalisation d'un accès à la Vilaine pour les baigneurs. Petit problème, les finances de la ville sont à sec, vampirisées par la construction du théâtre. L'eau va couler sous les ponts et l'agenda indique 1892 quand l'ingénieur Edmond Philippe écrit au maire de Rennes, Edmond Le Bastard, pour lui proposer un projet comparable à ses réalisations de Lille et d'Armentières. Sollicité par la municipalité rennaise, le maire de la seconde cité répond « C'est une excellente chose d'un point de vue de la santé publique, mais les résultats financiers sont médiocres. » La situation du budget rennais ne s'étant pas améliorée, c'est un nouveau coup d'épée dans l'eau. Élu maire de Rennes en 1908, Jean Janvier va passer commande de nombreux équipements publics à l'architecte Emmanuel Leray. Au cours de ses études aux Beaux-Arts de Paris, ce dernier s'est lié d'amitié avec des architectes tels que l'américain Bernard Maybeck, l'italien Enrico Ristori et le nancéen Lucien Wenzenberger, qui est une figure dominante de l'Art nouveau et qui l'influencera en retour. Les premières réalisations d'Emmanuel Leray illustrent le rationalisme classique tranchant avec l'éclectisme de son prédécesseur Jean-Baptiste Marteneau. En 1894, il pose sa candidature au poste d'architecte de la ville, une fonction qu'il occupera de janvier 1895 à mai 1932. À partir de 1923, il se consacre exclusivement aux commandes d'équipements sociaux construits pour la plupart à moindre coût. Il réalisera ainsi nombre d'établissements scolaires, sanitaires et sportifs commandés par la municipalité Janvier. Citons les crèches Saint-Hélier, Alain Bouchard et Papu, le foyer rennais situé rue de Nantes, la Maison du Peuple, le stade municipal, les commissariats de police du Champ de Mars et de la place Sainte-Anne. Emmanuel Leray réalisera également des édifices de prestige comme le pavillon central du Palais du Commerce, les Halles centrales, le groupe scolaire du boulevard de la Liberté ou encore le Panthéon rennais. Soucieux des questions sociales, l'architecte de la ville ose l'innovation en accord avec ses convictions hygiénistes, rationalistes et modernistes. Afin d'améliorer la formation des ouvriers du bâtiment, il créera même un atelier-école installé dans une aile du musée des Beaux-Arts. Ses aspirations sociales vont rencontrer celles de Jean Janvier, élu maire en 1908. Dans une ville moderne en mutation, ce dernier rêve d'équipements publics soucieux d'hygiène et de réalisation de prestige. L'édile se passionne également pour la création d'une piscine municipale dès 1913. Après le Grand Bain de Nancy, Rennes accueillerait la deuxième construction de ce genre en France.
Emmanuel Leray va hésiter à se jeter à l'eau en raison des difficultés financières de la municipalité. Un premier projet prévoit une implantation rue Alphonse Guérin sur l'ancien site d'un vélodrome. Il pose également l'aménagement de terrains de jeu et de sport. Tout a été prévu et l'eau serait captée dans le bief de Saint-Hélier voisin. Long de 25 mètres et large de 14, le bassin serait entouré de galeries et de gradins. Emmanuel Leray se met en relation avec son ami Lucien Wensberger, architecte de l'équipement de Nancy, qui lui donne des renseignements sur l'équipement en béton armé construit en 1904. L'architecte rennais s'intéresse également à la piscine de Strasbourg, jugée trop luxueuse mais intéressante pour ses aménagements intérieurs. Les principes hygiénistes inspirés de ces exemples imposent notamment un sens de circulation strict autour des vestiaires, des pédiluves et des bassins. Malheureusement pour Emmanuel Leray, le projet fait des vagues et le journal L'Ouest éclair va jusqu'à organiser un référendum auprès de ses lecteurs. Ce dernier milite contre le coût du programme qui nuirait, selon le journal, à la modernisation des hôpitaux de la ville. Ce premier projet tombe à l'eau et c'est un incendie qui va relancer le débat. Le 5 août 1921, la caserne Saint-Georges prend feu. La ville propose un projet de réhabilitation du site. Ce dernier accueillerait notamment les sapeurs-pompiers, le conseil des prud'hommes et des sociétés sportives et artistiques. Le terrain libre au nord du palais serait alloué à la construction d'une piscine. Celle-ci sortira de terre pour se remplir d'eau entre 1923 et 1926. Après avoir réussi les halles centrales, Emmanuel Leray apporte un soin extrême à la décoration. Omniprésente dans son projet, la mosaïque a le grand avantage d'être à la fois hygiénique et esthétique. Imputrescible, lavable à grandes eaux et résistant aux affronts du soleil, ce matériau répond donc aux aspirations de l'époque. L'ensemble de cette décoration sera confié au plus rennais des Italiens, un orfèvre du Rubis Cube répondant au nom d'Odorico. Pourquoi ce virage décoratif ? Il s'agit de convaincre la population hostile et de se fondre dans le décor du centre-ville dont la piscine serait voisine. Les Rennais et les Rennaises plongent dans le grand bain de la piscine Saint-Georges depuis maintenant un siècle. Que s'est-il passé depuis ? Dans la foulée des Jeux Olympiques de 1968, la politique volontariste de construction de complexes aquatiques s'est poursuivie avec l'édification de piscines au Gailleul, à Bréquigny ou à Villejean. Mais l'eau est entre-temps devenue une ressource aussi rare que précieuse. Pour répondre à cet enjeu, la ville a pensé un cycle de l'eau en 3 temps. Les résidus d'eau sont introduits dans le système de chauffage, puis dans le système de filtre et alimentent ensuite les camions d'entretien qui lavent quotidiennement le sol de la ville. La source de cette histoire est désormais tarie. C'était Une histoire d'eau, un récit de Jean-Baptiste Gandon sur la base du texte Du réservoir des Galets à la piscine Saint-Georges d'Isabelle Baglin. C'était Morgane Soularue. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes, votre série de podcasts sur l'histoire de notre ville.